Il n'y a aucune centrale nucléaire en Biélorussie. Sur le territoire de l'ancienne URSS, les centrales qui se trouvent à proximité des frontières biélorusses sont équipées de réacteurs RBMK. Réacteurs au graphite, à refroidissement par eau bouillante, de conception ancienne, qui constituaient l'essentiel du parc nucléaire civil de l'ex-URSS et pouvaient produire du plutonium militaire. Au nord, celle d'Ignalina. À l'est, celle de Smolensk. Au sud, celle de Tchernobyl. Le 26 avril 1986, à 1h12, une série d'explosions détruisit le réacteur et le bâtiment de la 4e tranche de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cet accident est devenu la plus grande catastrophe technologique du XXe siècle. Pour la petite Biélorussie de 10 millions d'habitants, il s'agissait d'un désastre à l'échelle nationale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la terre biélorusse, les nazis avaient détruit 619 villages et exterminé leur population. À la suite de Tchernobyl, le pays en perdit 485. 70 d'entre eux sont enterrés pour toujours. La guerre tua un Biélorusse sur 4. Aujourd'hui, 1 sur 5 vit dans une région contaminée. Cela concerne 2,1 millions de personnes, dont 700 000 enfants. Les radiations constituent la principale source de déficit démographique. Dans les régions de Gomel et de Moguelov, la mortalité est supérieure de 20% à la natalité. À la suite de l'influence permanente de petites doses d'irradiation, le nombre de personnes atteintes en Biélorussie de cancer, d'arriération mentale, de maladies nerveuses et psychiques, ainsi que de mutations génétiques, s'accroît chaque année. Selon les observations, un haut niveau de radiation fut enregistré le 29 avril 1986 en Pologne, en Allemagne, en Autriche et en Roumanie. Le 30 avril en Suisse et en Italie du Nord. Les 1er et 2 mai en France, en Belgique, aux Pays-Bas en Grande-Bretagne et dans le nord de la Grèce. Le 3 mai en Israël, au Koweït, en Turquie. Les substances gazeuses et volatiles, projetées à grande altitude, connurent une diffusion globale. Le 2 mai, elles furent enregistrées au Japon. Le 4, en Chine. Le 5, en Inde. Les 5 et 6 mai, aux États-Unis et au Canada. En moins d'une semaine, Tchernobyl devint un problème pour le monde entier.
le 4e réacteur, nom de code Abri, conserve toujours dans son ventre gainé de plomb et de béton armé près de 20 tonnes de combustible nucléaire. Ce qu'il advient aujourd'hui de cette matière, nul ne le sait. Le sarcophage fut bâti à la hâte, et il s'agit d'une construction unique dont les ingénieurs de Saint-Pétersbourg qui l'ont conçue peuvent probablement se montrer fiers. Mais l'on procéda à son montage à distance. Les dalles furent raccordées à l'aide de robots et d'hélicoptères, d'où des fentes. Aujourd'hui, selon certaines données, la surface totale des interstices et des fissures dépasse 200 mètres carrés, et des aérosols radioactifs continuent de s'en échapper. Le sarcophage peut-il tomber en ruine ? Personne ne peut non plus répondre à cette question, car à ce jour, il est impossible de s'approcher de certains assemblages et constructions pour déterminer combien de temps ils peuvent durer encore. Mais il est clair que la destruction de l'abri aurait des conséquences encore plus horribles que celles de 1986. Années ont passé. Tchernobyl est devenu une métaphore, un symbole, et même une histoire. Des dizaines de livres ont été écrits, des milliers de mètres de bandes vidéo tournées. Il nous semble tout connaître de Tchernobyl. Les faits, les noms, les chiffres. Que peut-on y ajouter ? De plus, il est tellement naturel que les gens veuillent oublier. En se persuadant que c'est déjà du passé. L'événement en soi, ce qui s'est passé, qui est coupable, combien de tonnes de sable et de béton a-t-il fallu pour ériger le sarcophage au-dessus du trou du diable, ne m'intéressait pas. Je m'intéressais aux sensations, aux sentiments des individus qui ont touché à l'inconnu, au mystère. Tchernobyl est un mystère qu'il nous faut encore élucider. C'est peut-être une tâche pour le XXIe siècle. Ce que l'homme a appris, deviné, découvert sur lui-même et dans son attitude envers le monde. Si dans mes livres précédents, je scrutais les souffrances d'autrui, maintenant je suis moi-même un témoin, comme chacun d'entre nous. Ma vie fait partie de l'événement. C'est ici que je vis, sur la terre de Tchernobyl, dans cette petite Biélorussie dont le monde n'avait presque pas entendu parler avant cela. Dans un pays dont on dit maintenant que ce n'est plus une terre, mais un laboratoire. Les Biélorusses constituent le peuple de Tchernobyl.
Tchernobyl est devenu notre maison, notre destin national. Alors c'est quoi Tchernobyl? Un signe? Ou une gigantesque catastrophe technologique? C'est plus qu'une catastrophe. Justement, tenter de placer Tchernobyl au niveau des catastrophes les plus connues nous empêche d'avoir une vraie réflexion sur le phénomène qu'il représente. Après Tchernobyl, nous vivons dans un monde différent. L'ancien monde n'existe plus. Mais l'homme n'a pas envie de penser à cela, car il n'y a jamais réfléchi. Il a été pris de court. Deux catastrophes ont coïncidé. L'une sociale. Sous nos yeux, un immense continent socialiste a fait naufrage. L'autre, cosmique. Tchernobyl. Deux explosions totales. Mais la première est plus proche, plus compréhensible. Les gens sont préoccupés par le quotidien. Où trouver l'argent pour vivre? Où aller? Que croire? Sous quelle bannière se ranger? Chacun vit cela. Mais tous voudraient oublier Tchernobyl. Au début, on espérait le vaincre. Mais comprenant la vanité de nos tentatives, on se tue. Il est difficile de se protéger de quelque chose que nous ne connaissons pas, que l'humanité ne connaît pas. Tchernobyl nous a transposés d'une époque dans une autre. Nous nous trouvons face à une réalité nouvelle. D'abord, j'ai attendu le retour des gens. Je pensais qu'ils allaient revenir. Personne ne partait pour toujours, seulement pour quelque temps. Maintenant, j'attends la mort. La première fois que l'on nous a parlé de radiation, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une maladie et que celui qui en souffrait mourrait aussitôt. Non, nous a-t-on expliqué. C'est une chose qui s'insère dans le sol et qu'on ne peut pas voir. L'animal le peut. Il la voit et l'entend. Mais pas l'homme. Mais c'est faux. Moi, je l'ai vu. Il y avait de ce césium dans mon potager jusqu'à ce que la pluie l'ait mouillé. Il a une couleur d'encre. Il traînait par terre, luisant, par morceaux. Je suis allée dans le champ du kolkhoz, jusque dans mon potager. C'était un morceau bleu. Et 200 mètres plus loin, un autre, grand, comme le fichu sur ma tête. J'ai appelé une voisine, d'autres femmes. Nous avons couru en tous sens, sur 4 hectares peut-être. Nous avons trouvé 4 grands morceaux. L'un d'entre eux était rouge. Le lendemain matin, la pluie s'est mise à tomber, sans discontinuer. Et à l'heure du déjeuner, lorsque la milice est arrivée, il n'y avait plus rien à leur montrer. On leur a juste raconté des morceaux comme ça.
fichus, bleus et rouges. Nous n'étions pas très effrayés par cette radiation. Si on ne l'avait pas vue, on en aurait peut-être eu peur. Mais lorsque nous l'avons vue, il n'y avait pas de quoi être tellement inquiété. La milice et les soldats ont placé des pancartes. Près de certaines maisons, ils écrivaient 70 curies. 60 curies. Nous qui vivions là, de toute éternité, en nous nourrissant de nos pommes de terre, on nous a dit que c'était interdit. Certains pleuraient, d'autres ricanaient. On nous a conseillé de travailler nos potagers avec des masques de coton et des gants de caoutchouc. On nous a ordonné de laver les draps, les housses, les rideaux. Mais tout cela était à l'intérieur de la maison. Dans des placards et dans des coffres. Et quelle radiation pouvait-il y avoir dans la maison? Derrière les vitres? Derrière la porte? Vous allez tous mourir. Il faut partir. Il faut évacuer. Les gens avaient peur. Ils étaient terrifiés. D'où nous est-il venu ce malheur? Notre vie est si précaire. J'aimerais bien ne pas pleurer, mais les larmes coulent toutes seules. Oh! Regardez par la fenêtre. Une pie. Je ne les chasse pas, bien qu'elles me volent parfois des œufs dans la remise. Mais je ne les chasse pas. Je ne chasse personne. Hier, un lapin est venu. Si seulement des gens passaient par ici tous les jours. S'ils venaient chez moi. Pas loin d'ici, dans un autre village, une femme vit toute seule. Je lui ai déjà proposé de s'installer chez moi. Je ne sais pas si elle serait d'une aide quelconque, mais au moins j'aurais à qui parler. Qui appeler? La nuit, j'ai mal partout. Les jambes me font souffrir. J'ai eu tant de chagrin. J'ai eu assez de tout et ne veux plus rien. Si je mourais, je me reposerais. J'ai des enfants, des garçons et des filles. Ils vivent tous en ville. Mais moi, je ne veux pas partir d'ici. Mon homme est là, dans la tombe, au cimetière. S'il n'était pas là, il vivrait ailleurs. Et moi avec lui. Et pourquoi partir? C'est beau ici. Tout fleurit. Tout pousse. Des moustiques aux animaux domestiques. Tout vit. Nous avons tout vécu, connu toutes les souffrances. Moi, je ne veux pas me souvenir. C'était horrible. Les soldats nous chassaient. Des avions, des hélicoptères, cela bourdonnait de partout. Des soldats. J'ai cru que c'était la guerre. Au début, nous
Nous pensions que nous allions tous mourir en 2 ou 3 mois. C'est ce qu'on nous disait. De la propagande. Dieu merci, nous sommes vivants. Dieu soit loué! Dieu soit loué! Au moment du départ, j'ai mis dans une sacoche un peu de terre de la tombe de ma mère. Pardonne-moi de te laisser. Les soldats tuaient les chiens! Ils tiraient! Les nuits sont longues ici en hiver. Nous nous rassemblons et nous comptons. Qui est déjà mort? Lorsqu'un homme meurt, il ne faut pas pleurer. Tu lui coupes l'approche de la mort et il va peiner pour la franchir. Je survis. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Personne ne vit 2 fois. Et la feuille tombe, et l'arbre pourrit. Amis, ne pleurez pas. Pendant tant d'années, nous avons été des kolkhosiennes, progressistes, des stakhanovistes. Nous avons survécu à Staline et à la guerre. Nous ne voulions pas partir. Oh, que nous ne voulions pas. Tous les hommes étaient ivres. Ils se couchaient sous les roues. Les chefs allaient d'une maison à l'autre pour essayer de convaincre tout le monde. On avait donné l'ordre de ne pas emporter ses biens. Plus personne ne va nous tromper. Nous ne partirons plus de chez nous. Il n'y a ni magasin, ni dispensaire, pas plus que d'électricité. Nous vivons avec des lampes à pétrole et des torches à piles. Mais nous sommes heureux. Nous sommes chez nous. Les gens ont peur de nous. Ils disent que nous sommes contagieux. Pour quel péché Dieu nous a-t-il punis? Pourquoi s'est-il fâché contre nous? On ne vit pas comme des êtres humains, selon les lois divines. On s'entretue les uns les autres, voilà pourquoi. Nous ne voulons rien de l'État. Nous ne demandons rien, à part qu'on nous laisse tranquilles. Pourquoi Tchernobyl a sauté? Certains disent que c'est la faute des scientifiques. Ils attrapent Dieu par la barbe. Et lui, il se moque de nous. Et c'est à nous de souffrir. Mais Tchernobyl, c'est une guerre par-dessus toutes les guerres. Mais Tchernobyl, c'est une guerre par-dessus toutes les guerres. Ti zlata, ti si
srebra. Ničevo žena svijetem nje ne nada, nje ni zlata ni srebra. Ničevo žena svijetem nje ne nada, nje ni zlata ni srebra. Tolika žena na grešnu čelovjeku, alim sažen zimjerki. Tolika žena na grešnu čelovjeku, alim sažen zimjerki. Au début, je pleurais tout le temps. J'avais envie de pleurer et de parler. Nous venons du Tadjikistan, de Douchembe. Là-bas, c'est la guerre. Je ne dois pas en parler. Je suis enceinte. J'attends un bébé. Et je vais vous raconter. Un groupe est monté dans le bus pour un contrôle d'identité. Des civils, mais armés de pistolets mitrailleurs. Ils ont vérifié les papiers et poussé 2 hommes dehors. Et là, près des portes, ils ont tiré sur eux. L'un était jeune et beau. Il leur criait, en tadjik et en russe, que sa femme venait d'accoucher, qu'il avait 3 enfants en bas âge. Il est tombé. Il leur baisait les pieds. Tout le monde se taisait dans l'autobus. Je ne dois pas en parler. J'attends un bébé. Mais je vais vous raconter. Seulement ne dites pas mon nom. Juste mon prénom. Svetlana. J'ai de la famille là-bas. On les tuera. Maintenant, c'est une guerre différente de celle dont me parlait mon grand-père, qui était au front et est entré en Allemagne avec l'armée soviétique. Maintenant, les voisins s'entretuent. Les anciens camarades de classe se font la guerre et violent les filles de leur école. Tout le monde est devenu fou. Nos maris se taisent. Mon mari est tadjik. Il devait faire la guerre et tuer. Et lui, il me disait... Partons. Je ne veux pas aller à la guerre. Je n'ai pas besoin d'armes. C'est sa terre, là-bas. Mais il est parti parce qu'il ne voulait pas tuer d'autres tadjiks. C'est semblable. Mais il se sent seul ici. Au pays, ses frères combattent. L'un d'eux a été tué. C'est là-bas que vivent sa mère et ses sœurs. Nous sommes venus par le train de Douchembe. Les vitres étaient cassées et il faisait froid. On ne nous tirait pas dessus, mais on jetait des pierres par les fenêtres. Russes! Fichez le camp d'ici! Sale occupant! Vous nous avez assez pillés! Chez eux, les Tadjiks de Pamir font la guerre aux Tadjiks de Kouliab. Ils sont tous Tadjiks et croient tous au Coran. Mais ceux de Kouliab tuent ceux du Pamir, et réciproquement.
J'étais infirmière dans une maternité. J'avais pris un service de nuit. Une femme accouchait difficilement, dans la douleur. Soudain, une aide-soignante entre dans la salle, sans gants stériles, sans blouse stérile. Les filles! Des bandits! Ils étaient armés et portaient des masques noirs. Et ils ont couru vers nous. Des drogues, de l'alcool. Et ils ont collé le médecin au mur. Donne! Et à ce moment, la femme qui accouchait a poussé un cri de soulagement. Le bébé s'est mis à crier. Je me suis penchée sur lui. Je ne sais même pas si c'était un garçon ou une fille. Il n'avait pas de nom. Et les bandits de nous demandaient: est-ce une femme de Kouliab ou du Pamir? Est-ce une femme de Kouliab ou du Pamir? Ils n'ont même pas demandé si c'était un garçon ou une fille, mais si le bébé était d'une ethnie ou de l'autre. Nous nous sommes tus. Et eux de hurler: elle est d'où, cette bonne femme? Comme nous ne leur donnions pas de réponse, ils ont saisi le bébé et l'ont jeté par la fenêtre. Comment vivre? Comment donner naissance après cela? Nous sommes venus ici, en Biélorussie, à Naroya. Je n'ai pas peur de Dieu, j'ai peur de l'homme. Où est-elle, cette radiation? Mais j'ai moins peur ici que là-bas. Nous n'avons plus de patrie. Nous n'appartenons à personne. Mais ici, personne ne fait claquer la culasse de son arme. Et c'est déjà merveilleux. On nous a donné une maison, du travail pour mon mari. J'ai écrit à des amis qui sont venus s'installer définitivement ici. Là-bas, mon âme était morte. Comment donner naissance avec une âme morte? Ici, il y a peu de gens. Beaucoup de maisons sont vides. Nous vivons à l'orée du bois. J'ai peur lorsqu'il y a beaucoup de monde. Comme à la gare. Comme à la guerre. De la guerre. Je ne peux parler que de la guerre. Pourquoi sommes-nous venus ici, sur la terre de Tchernobyl? Parce que personne ne nous chassera d'ici, de cette terre. Elle n'appartient plus à personne. Dieu l'a prise. Les gens l'ont laissée. À Douchembe, je travaillais comme directrice adjointe de la gare. Il y avait un autre directeur adjoint, un Tadjik. Nos enfants ont grandi ensemble, ont étudié ensemble.
Nous étions assis à la même table pendant les fêtes du Nouvel An ou du 1er mai. Nous buvions du vin ensemble et mangions du pilaf. Il m'appelait sa petite sœur, sa sœur russe. Et puis, un beau jour, il vient au travail, s'arrête devant ma table. Nous partagions le même bureau et me crie: Quand vas-tu enfin ficher le camp et rentrer à ton pays? C'est notre terre, ici. Sur le moment, j'ai cru que ma tête allait exploser. J'ai bondi. Ta veste, d'où vient-elle? De Leningrad. Enlève cette veste, salopard. Je la lui arrache. Et la chapka, d'où vient-elle? Tu t'es vanté qu'on te l'a envoyée de Sibérie. Enlève-la, salaud. Et donne ta chemise et ton pantalon, confectionnés à Moscou. Ils sont russes eux aussi. J'ai failli perdre la raison. Les gens fuyaient. Beaucoup de Russes sont partis. Un jour, à 2h du matin, je fais partir un train pour Moscou. Mais un groupe d'enfants de Kourgan-Tubé est resté dans la salle d'attente. Je les ai enfermés dans la salle pour les cacher. 2 hommes se sont approchés de moi, armés de mitraillettes. Qu'est-ce que vous faites, les gars? C'est quoi ces gosses? Là-bas? Des nôtres. Des enfants de Douchembe. Ils ne viendraient pas plutôt de Kouliab? Non, non. Ce sont des nôtres. Ils sont partis. Mais s'ils étaient restés dans la salle, ils les auraient tous. Et moi aussi, par la même occasion. Une balle entre les 2 yeux. Là-bas, il n'y avait qu'un seul pouvoir. L'homme au fusil. Le matin, j'ai mis les enfants dans le train pour Astrakhan. J'ai donné des ordres. Qu'on les transporte comme des pastèques. Qu'on n'ouvre pas les portes. Il n'y a rien de plus horrible que l'homme. Ici, lorsque je sortais dans la rue, je me retournais sans cesse. J'avais l'impression que l'on me suivait tout près. Je sortais de la maison avec des habits toujours fraîchement lavés et du linge propre, au cas où on me tuerait. Et maintenant, je me promène toute seule dans la forêt et je n'ai pas peur. Parfois, je croise des chasseurs avec des fusils, des chiens, des dosimètres. Eux aussi, ils portent des armes, mais ils ne sont pas comme ceux de là-bas. Ils ne chassent pas l'homme. Tôt le matin, nous avons entendu des coups de marteau dans la maison d'à côté. On enlevait les planches clouées sur les fenêtres. Il y avait une femme. D'où venez-vous? De Tchétchénie. Les gens me posent des questions et s'étonnent. L'un d'eux m'a posé la question tout de go. Est-ce que j'aurais emmené mes enfants dans un endroit où sévirait la peste ou le choléra? Mais moi, je connais la peste ou le choléra. Je sais ce dont il s'agit. Mais la peur dont on parle ici, je ne la connais pas. Je ne l'ai pas dans ma mémoire.
régiment fut réveillé par le signal d'alarme. On ne nous annonça notre destination qu'à la gare de Biélorussie, à Moscou. Un gars protesta. On le menaça de cour martiale. Le commandant lui dit « Tu iras en prison, ou seras fusillé !» Eh bien, nous y sommes allés à la centrale. Chacun d'entre nous a reçu une blouse et une calotte blanche et un masque de gaz. Nous avons nettoyé le territoire. Une journée, nous travaillons en bas à sortir les décombres et gratter les surfaces. Et une journée en haut, sur le toit du réacteur, à la pelle. Les robots ne fonctionnaient plus. Les appareils et les machines devenaient dingues. Mais nous travaillions. Et nous en étions fiers. Nous sommes entrés. Une pancarte annonçait zone interdite. Je ne suis pas allé à la guerre, mais j'avais le sentiment de quelque chose de connu. C'était quelque part dans ma mémoire. Impossible de dire d'où cela venait, mais c'était lié à la mort. En chemin, nous croisions des chiens et des chats errants. Parfois, ils se comportaient bizarrement et fuyaient les gens. Je ne comprenais pas ce comportement. Jusqu'au moment où l'on nous a ordonné de tirer systématiquement sur eux. Les maisons étaient sous scellés. Les machines agricoles des kolkhozes abandonnées. C'était un spectacle intéressant. Il n'y avait personne à part nous, les patrouilles de la milice. Nous pénétrions dans certaines maisons. Des photos étaient accrochées au mur, mais les occupants n'étaient pas là. Des papiers jonchaient le sol. Cartes des jeunesses communistes. Certificats. Diplômes d'honneur. Nous avions le sentiment que les gens allaient rentrer. Ensuite, c'était... Tout semblait lié à la mort. Nous sommes allés faire des photos. Dans le bloc. Près du réacteur. Nous avions envie de nous inventer à la maison. Nous avions peur. Et en même temps, une curiosité irrésistible nous poussait. Moi, je n'ai pas pris de risque. Je pensais à ma femme qui est jeune. Mais beaucoup de gars prenaient un grand verre de vodka. Et y allez! Au début, j'avais peur. Mais cela n'a pas duré longtemps. Une fois sur place, la peur a disparu. Il y avait les ordres, le travail, la mission. J'étais intéressé par le réacteur vu du ciel. Que s'était-il passé en réalité? De quoi cela avait-il l'air? Mais il était strictement interdit de le survoler. Dans la nuit, je passais 2 heures au-dessus du réacteur. Nous filmions la centrale dans les infrarouges et
et des morceaux dispersés de graphite apparaissaient sur la pellicule. Comme si le film avait été exposé. Dans la journée, on ne pouvait pas les voir. J'ai discuté avec des scientifiques. L'un me disait... Je pourrais même lécher votre hélicoptère, cela ne me ferait pas le moindre mal. Et un autre me tensait. Mon gars, il ne faut pas voler sans protection. Vous vous abrégez la vie. Fabriquez-vous des protections. Avec du métal. Nous avons mis des feuilles de plomb sur les sièges. Et nous avons découpé des plaques de protection pour la poitrine, dans le même métal. Bien sûr, cela nous protégeait contre certains rayons. Mais pas contre tous. Nous n'avons commencé à réfléchir que... Comment vous dire? 3 ans plus tard, je crois. L'un est tombé malade. Puis un autre. L'un est mort. L'autre est devenu fou. Le troisième s'est suicidé. C'est alors que nous avons commencé à gamberger pour de bon. Et nous ne comprendrons vraiment ce qui s'est passé que dans 20 ou 30 ans. L'Afghanistan, j'ai passé 2 ans. Et Tchernobyl ont été les 2 moments de ma vie où j'ai vécu le plus intensément. Je n'ai pas dit à mes parents qu'on m'avait envoyé là-bas. Un jour, mon frère a acheté les Izviestia et y a trouvé mon portrait. Il l'a montré à ma mère. Regarde, notre héros. Elle s'est mise à pleurer. En y allant, vous savez ce qu'on voyait sur le chemin? Sur les bas-côtés. Sous les rayons de soleil. De petits éclats, de petits cristaux qui brillaient. Des particules minuscules. Nous allions vers Kalinkovici. Ça brillait. Nous en avons parlé. Dans les villages où nous travaillons, nous avons aussitôt remarqué ces petits trous brûlés sur les feuilles. Surtout sur celles des cerisiers. Lorsque nous ramassions des concombres ou des tomates dans les potagers, il y avait aussi ces petits trous noirs sur les feuilles. Nous pestions, mais nous les mangions. En fait, il s'agissait d'une affaire d'hommes. Les vrais hommes ne refusent pas les missions vraiment dangereuses. Les autres, ils restent dans les jupes de leurs femmes. Pour l'un, sa femme doit accoucher. L'autre a des enfants en bas âge. Le troisième souffre de brûlure d'estomac. On lançait une bordée de jurons. Et on y allait. Nous sommes retournés chez nous. J'ai enlevé tous les vêtements que je portais et les ai jetés dans le vide ordure. Mais j'ai donné mon calot à mon fils. Il me l'a tellement demandé. Il le portait continuellement. 2 ans plus tard, on a établi qu'il souffrait d'une tumeur au cerveau. Vous pouvez deviner la suite vous-même. Je ne veux plus en parler.
d'Afghanistan. J'avais envie de vivre, de me marier. Je voulais me marier tout de suite. Et là, j'ai reçu une convocation spéciale, barrée de rouge. Se présenter à telle heure, à telle adresse. Ma mère a éclaté en sanglots. Elle pensait que l'on me renvoyait à la guerre. Où nous allions et pourquoi restait un mystère total. À Slutsk, on nous a distribué des uniformes. Et nous avons su notre destination. Khoiniki, le centre du district. Lorsque nous sommes arrivés, les habitants locaux n'étaient au courant de rien. On nous a amenés plus loin, dans un village. On y fêtait un mariage. Les jeunes mariés s'embrassaient, la musique jouait, les convives buvaient. Et nous avions l'ordre de gratter le sol et d'enlever la terre, jusqu'à la profondeur d'une baïonnette. Le 9 mai, pour la fête de la victoire, un général est venu nous congratuler. Un soldat a osé lui demander, devant toute l'unité, « Pourquoi nous dissimule-t-on les mesures de radiation? Quelle dose recevons-nous » Après le départ du général, le commandant de l'unité a convoqué le soldat pour lui passer un savon. C'est de la provocation. Tu sèmes la panique. Quelques jours plus tard, nous avons reçu des masques à gaz. Mais personne ne les portait. On nous a montré des dosimètres à 2 reprises, mais sans nous les donner. 3 fois par mois, on nous laissait passer 2 jours à la maison. Ceux qui restaient demandaient aux permissionnaires de leur rapporter de la vodka. Moi, j'ai rapporté 2 sacs à dos remplis de bouteilles. On m'a porté en triomphe, comme un héros. Avant notre retour définitif à la maison, nous avons été convoqués à tour de rôle par un collaborateur du KGB qui nous a conseillé instamment de ne jamais raconter à personne ce que nous avions vu. Lorsque je suis rentré d'Afghanistan, je savais que j'allais vivre. Mais Tchernobyl, c'était le contraire. Cela ne tuerait qu'après notre départ. Il faut servir la patrie. C'est une cause sacrée. J'ai reçu du linge de corps, des chaussettes russes, des bottes, des épaulettes, un calot, un pantalon, une ceinture, une vareuse et un sac à vêtements. Puis, en route, on m'a affecté à un camion-benne. Je transportais du béton. Nous étions tous jeunes, célibataires. Nous avions foi en notre étoile et ne portions pas nos respirateurs. Un conducteur seulement, un homme âgé, portait toujours son masque. Pas nous. Les types du contrôle routier non plus. Nous, au moins, nous travaillions dans les cabines, alors qu'eux restaient dehors, à respirer la poussière radioactive, 8 heures par jour,
Tout le monde était bien payé. 3 fois le salaire mensuel plus des frais de mission. Et puis on buvait. Vous savez, la vodka, ça aide. Ne mentionnez pas trop les miracles de l'héroïsme soviétique. Bien sûr, il y en a eu quelques-uns. Mais avant tout, ce que l'on voyait, c'était l'incurie et le désordre. Et après seulement, les miracles. Nous, on nous jetait comme du sable sur le réacteur. Chaque jour, dans le journal mural, baptisé journal de combat, on écrivait: les gens travaillent avec courage et abnégation. Les gens travaillent avec courage et abnégation. Nous tiendrons et nous vaincrons. Pour cet exploit, j'ai reçu 1000 roubles et un diplôme d'honneur. Au début, cela semblait un jeu. Mais c'était une vraie guerre. Une guerre atomique. Une guerre que nous ne connaissions pas. Qu'est-ce qui était dangereux et qu'est-ce qui ne l'était pas? De quoi fallait-il avoir peur? Personne ne le savait. C'était une véritable évacuation. Dans les gares, comment décrire ce qui se passait dans les gares? Nous aidions à pousser les gosses pour les faire entrer par les fenêtres dans les compartiments des voitures. Nous faisions respecter l'ordre dans les queues, aux caisses pour les billets, dans les pharmacies pour l'iode. Dans les files d'attente, les gens s'injuriaient et se battaient. Ils forçaient les portes des kiosques et des magasins où l'on vendait de l'alcool. Ils arrachaient les grilles métalliques aux fenêtres. Les personnes déplacées, on les installait dans des clubs, des écoles, des jardins d'enfants. Elles étaient à moitié affamées. L'argent était vite épuisé. Je n'oublierai jamais les femmes qui lavaient notre linge. L'intendance n'avait pas pensé à rapporter les machines à laver du cantonnement. Des femmes âgées se chargeaient à la main de tout le travail de blanchisserie. Elles avaient les mains couvertes d'ampoules, de croûtes et d'escarres. Mais il ne s'agissait pas simplement de linge sale. Ces affaires contenaient des dizaines de Röntgen. Allons les gars, mangez, nous disait-elle. Les gars, dormez. Vous êtes jeunes, il faut vous ménager. Elles avaient pitié de nous et pleuraient. Sont-elles encore seulement en vie? Tous les ans, les anciens de Tchernobyl, nous nous réunissons pour échanger des souvenirs le 26 avril. À la guerre, nous sommes des soldats. Nous avons une utilité. Les mauvaises choses s'oublient, mais cela reste. Le sentiment d'être indispensable.
Notre système, un système militaire, fonctionne parfaitement dans des circonstances extraordinaires. C'est dans ces occasions que l'on se retrouve enfin libre. Et utile. La liberté. Dans ces occasions, le Russe peut montrer à quel point il est grand. Il est même unique. Nous aurons toujours des héros. Ma femme a pris notre enfant et elle est partie. La chienne. Lorsque je suis revenu avec une valise pleine d'argent et qu'on a acheté une voiture, cette salope voulait bien vivre avec moi. Elle n'avait pas peur. Vous voulez que je vous raconte une blague? Un mari rentre à la maison après avoir travaillé près du réacteur. Sa femme demande au médecin: Que dois-je faire avec mon mari? Laver, embrasser, désactiver. La chienne. Je lui faisais peur. Elle m'a volé mon gosse. Les soldats travaillaient près du réacteur. Je les emmenais au travail et les ramenais. Comme tout le monde, j'avais un dosimètre accroché au cou. Après le travail, je ramassais tous ces appareils et les remettais à la première section secrète. Là, on reportait les données sur nos fiches individuelles. Mais la quantité de radiation que nous avions reçue demeurait strictement confidentielle. Et même au moment de mon départ, ils ne m'ont pas dit combien j'en avais reçu. Les chiens. Maintenant, ils se battent pour le pouvoir. Ils ont des élections. Et comment nous soignerait-on? Nous n'avons pas rapporté le moindre document. À ce jour, on les cache toujours. À moins qu'on ne les ait détruits à cause de leur caractère secret. Et comment informer les médecins? Si seulement j'avais un certificat. Combien? Quoi? J'aurais pu le montrer à ma chienne. Je vais lui prouver que nous pouvons nous marier. Et avoir des enfants. Allez tous vous faire foutre! On nous a fait signer un document de confidentialité. Je me suis tu. En sortant de l'armée, je suis devenu invalide au 2e degré. J'ai fait ma part. Nous transportions le graphite dans des seaux. 10 000 Röntgen. Et nous le ramassions avec des pelles ordinaires, en changeant jusqu'à 30 fois par jour le filtre de nos masques. Les muselières, comme disaient les gens. Nous avons élevé un sarcophage, une tombe gigantesque où ne gît qu'une seule personne. Le chef opérateur, Valéry Rodemchuk,
qui est resté sous les décombres tout de suite après l'explosion. Une pyramide du XXe siècle. Il nous restait 3 mois de service. Lorsque nous sommes retournés dans nos casernes, on ne nous a même pas changé nos uniformes. Nous avons gardé les mêmes vareuses et les mêmes bottes que nous avions en travaillant près du réacteur. Jusqu'à notre démobilisation. Et même si l'on m'avait autorisé à parler, à qui aurais-je bien pu raconter cela? J'ai travaillé à l'usine. Le contremaître m'a dit un jour... Arrête tes congés de maladie. Tu vas te faire virer. Et l'on m'a viré. Je suis allé voir le directeur. Vous n'avez pas le droit. J'ai travaillé à Tchernobyl. Je vous protégeais. Et il m'a répondu... Nous ne t'avons pas envoyé là-bas. Dans la nuit, je suis réveillé par la voix de ma mère. Mon fils, pourquoi ne dis-tu rien? Tu ne dors pas. Tu restes étendu, les yeux ouverts, la lumière allumée. Je me tais. Personne ne trouve les mots qui me feraient répondre. Dans ma langue à moi. Personne ne comprend d'où je suis revenu. Et il m'est impossible de le raconter. Pas peur de la mort en elle-même. Mais je ne sais pas comment je vais mourir. J'ai vu agoniser un ami. Il a gonflé. Il est devenu énorme. Comme un tonneau. Et un voisin. Il était là-bas, lui aussi. Opérateur d'une grue. Il est devenu noir, comme du charbon. Et il a rétréci jusqu'à la taille d'un enfant. Je ne sais pas comment je vais mourir. La seule chose que je sache avec certitude, c'est que ma vie ne sera pas longue avec ce que j'ai. Si seulement je pouvais sentir l'approche du moment, je me tirerais une balle dans la tête. J'ai fait l'Afghanistan également. C'était plus simple d'y recevoir une balle. Je conserve une coupure de journal à propos de l'opérateur Leonid Toptunov. Il était de service à la centrale cette nuit-là. C'est lui qui a appuyé sur le bouton de sécurité.
quelques minutes avant l'accident. Mais le système n'a pas fonctionné. On l'a soigné à Moscou. Les médecins disaient: pour le sauver, il lui faudrait un nouveau corps. Il ne lui restait qu'un petit morceau de peau d'un irradié dans le dos. Il a été enterré comme les autres, au cimetière de Mythino. L'intérieur du cercueil était bardé de feuilles de métal. Il est couvert d'1,5 mètre de blocs de béton, doublés de plomb. Son père pleurait. Mais les gens lui disaient: c'est ton salaud de fils qui a tout fait sauter. C'est ton salaud de fils qui a tout fait sauter. Nous sommes seuls. Nous sommes des étrangers. On ne nous enterre pas, comme tout le monde, mais séparément, comme des visiteurs de l'espace. Mieux aurait valu pour moi de mourir en Afghanistan. Je vous le dis très sincèrement, ce sont là les pensées qui me viennent à l'esprit. Là-bas, la mort était une chose banale, compréhensible. Avant notre départ, on nous a prévenus que les intérêts de l'État exigeaient le maintien du secret sur ce que nous avions vu. À part nous, personne ne sait ce qui s'est vraiment passé là-bas. Nous n'avons pas tout compris. Mais nous avons tout vu. Будем жить, мужики, будем жить. Даже если 30-летними будут заживо нас хоронить, прикрывая с красивыми бреднями, нас все меньше, но все же нас мы, как не сильно ряди порядили. Это мысль, что спали мы, те, кто землю спасли в том апреле. Мы стекаемся снова сюда, снова к морю стекаются реки, в дураке нам по силам беда, ныне пресна и даст Бог во веки, ныне пресна и даст Бог во веки. Будем жить, умирая 100 крат, одолеем его и разлуки, дай мне руку, чернобыльский брат, и да будут горячими руки, будем жить, будут дети расти, наша радость, твой горечь парень, Боже правый, прости нас, прости, и спаси, если можешь спасти. Крест чужой, мы врачи, мы понине. Крест чужой, мы врачи и понине. Ma fillette, elle n'est pas comme tout le monde. Quand elle aura grandi, elle me demandera « Pourquoi ne suis-je pas comme les autres ?» À la naissance, ce n'était pas un bébé, mais un sac, fermé de tous les côtés, sans aucune fente. Les yeux seuls étaient ouverts.
sa carte médicale, on a noté « né avec une pathologie multiple complexe ». Aplasie de l'anus, aplasie du vagin, aplasie du rein gauche. Au 2e jour de sa vie, je l'ai portée jusqu'au bloc opératoire. Elle a ouvert les yeux et elle a souri. J'ai d'abord pensé qu'elle allait pleurer, mais elle m'a souri. Les bébés comme elle ne survivent pas. Ils meurent tout de suite. Mais elle n'est pas morte parce que je l'aime. En 4 ans, 4 opérations. En Biélorussie, c'est le seul enfant qui ait survécu à une pathologie aussi complexe. Je l'aime énormément. Je ne pourrai plus avoir d'enfant. Je n'oserai pas. Depuis que je suis rentrée de la maternité, je tremble chaque fois que mon mari m'embrasse la nuit. Nous n'avons pas le droit. Le péché, la peur. J'ai entendu les médecins parler entre eux. Si l'on montre cela à la télé, aucune mère ne voudra plus accoucher. Voilà ce qu'ils ont dit de notre fille. Comment faire l'amour après cela? J'ignorais qu'il ne fallait pas s'aimer ici. Il y a des années, ma grand-mère a lu dans la Bible que viendrait une époque d'abondance, où tout fleurirait et porterait des fruits. Les rivières seraient pleines de poissons et les forêts de bêtes. Mais l'homme ne pourrait pas en profiter, car il ne pourrait plus donner naissance à ses semblables. Perpétuer la race. J'écoutais ces vieilles prophéties comme un conte terrible. Je n'y croyais pas. Un professeur nous a donné un conseil. Avec une telle pathologie, votre enfant représente un grand intérêt pour la science. Écrivez à des cliniques étrangères. Cela doit les intéresser. Depuis, je n'arrête pas d'écrire. Est-ce qu'il y a un enfant dans le monde à qui l'on doit presser les urines toutes les demi-heures? Et combien de temps peut-on supporter cela? Personne ne connaît l'importance des petites doses de radiation sur l'organisme d'un enfant. Je leur demande de prendre ma fille, même pour des expériences. Je ne veux pas qu'elle meure. Je suis d'accord pour qu'elle devienne un cobaye, comme une grenouille ou un lapin, pourvu qu'elle survive. Oh mon Dieu! Cela m'a pris 4 ans pour obtenir un certificat qui confirmait le lien entre les petites doses de radiation ionisante et sa terrible maladie. Pendant ces 4 années, on me le refusait. Les malformations de votre fille sont congénitales. Elle est invalide de naissance.
parlait-il? Elle est invalide de Tchernobyl. Les médecins se justifiaient. Nous avons des instructions. Or moi, je voulais faire un procès à l'État. On me traitait de folle. On riait. On disait que des gosses comme ma fille naissaient même dans la Grèce antique. Un fonctionnaire hurlait. Vous voulez des privilèges en tant que victime de Tchernobyl. Vous voulez de l'argent. J'ai failli m'évanouir dans son bureau. Cette fillette grandit. Elle est petite quand même. Je ne veux pas que vous donniez mon nom. Même nos voisins de palier ne savent pas tout. Je lui mets une robe. Je lui fais une natte. Et ils me disent: votre petite Katia est si mignonne. Et moi, je regarde bizarrement les femmes enceintes, comme de loin. Et je ressens un mélange d'étonnement et d'horreur, d'envie et de joie. Et même un désir de revanche. Ma fille. Ma fille m'a dit récemment: maman, si j'accouche d'un bébé difforme, je l'aimerais quand même. Vous vous rendez compte? Elle est en terminale et elle a déjà des idées pareilles. Ses copines aussi. Elles pensent tout à cela. Un garçon est né chez des amis à nous. Il était terriblement attendu. Vous pensez, le premier enfant d'un couple jeune et beau. Mais le bébé a une énorme fente en guise de bouche et pas d'oreille. Je ne vais plus chez eux. Je ne passe plus comme avant. Cela m'est impossible. Mais ma fille fait des sauts. Elle a envie de les voir. J'ai l'impression qu'elle veut se faire à l'idée. Nous aurions pu partir d'ici. Nous avons peur de l'extérieur. Ici, nous sommes le peuple de Tchernobyl. Nous partageons la même mémoire. Le même sort. Partout ailleurs, nous sommes des étrangers. Des lépreux. Dans les premiers jours de la catastrophe, j'ai pris ma fille et me suis ruée chez ma sœur, à Minsk. Ma propre sœur ne nous a pas laissé entrer chez elle, parce qu'elle allaitait son bébé. Nous avons passé la nuit à la gare. Des idées folles me passaient par la tête. Ou fuir. Peut-être valait-il mieux se suicider, pour ne pas souffrir. C'était les premiers jours. Je m'imaginais des maladies horribles, inconcevables.
Or, je suis médecin. Alors que devaient penser les autres? À la colonie de vacances où ma fille a passé un été, on avait peur de la toucher. Un hérisson de Tchernobyl, une luciole, elle brille dans le noir. Le soir, on la faisait sortir dans la cour pour voir si c'était vrai. Nous avons peur de tout. Peur pour nos enfants. Pour les petits-enfants que nous n'avons pas encore. Ils ne sont pas encore nés et nous avons déjà peur. Les gens sourient moins. Ils ne chantent plus comme avant au moment des fêtes. Non seulement le paysage change, puisque des forêts poussent à nouveau à la place des champs, mais encore le caractère national. La dépression règne sans partage. Chacun éprouve le sentiment d'être condamné. Tchernobyl est une métaphore, un symbole. J'entends si souvent parler de la mort. Je ne vais plus aux enterrements. Avez-vous entendu des conversations d'enfants sur la mort? En 6e, ils se demandent si cela fait peur ou non. Il n'y a pas si longtemps, à leur âge, ils voulaient savoir comment naissent les bébés. Maintenant, ils se demandent ce qui se passerait après une guerre atomique. Ils n'aiment plus les œuvres classiques. Je leur récite du Pouchkine et ils me regardent avec des yeux froids, détachés. Un autre monde les entoure. Ils lisent de la science-fiction. Cela les entraîne dans un monde différent, où l'homme se détache de la terre, manipule le temps. Ils ne peuvent pas avoir peur de la mort de la même manière que les adultes. Que moi, par exemple. Elle les excite comme quelque chose de fantastique. Je réfléchis à cela. La mort tout autour oblige à penser beaucoup. J'enseigne la littérature russe à des enfants qui ne ressemblent pas à ceux qui fréquentaient ma classe il y a 10 ans. Ils vont continuellement à des enterrements. On enterre aussi des maisons et des arbres. Lorsqu'on les met en rang, s'ils restent debout 15 ou 20 minutes, ils s'évanouissent, saignent du nez. On ne peut ni les étonner ni les rendre heureux. Ils sont toujours somnolents, fatigués. Ils sont pâles et même gris. Ils ne jouent pas, ne s'amusent pas comme les autres. Et ils grandissent si lentement. Si je leur demande de répéter quelque chose pendant le cours, ils n'en sont même pas capables. Parfois, je dis juste une phrase
et leur demande de la répéter. Impossible. Ils ne la retiennent pas. Alors je pense beaucoup, comme si je dessinais avec de l'eau sur une vitre. Je suis seule à savoir ce que représente mon esquisse. Personne ne la devine, ne l'imagine. On nous dit, vous êtes malade parce que vous avez peur, à cause de la peur, de la phobie, de la radiation. Mais pourquoi les petits-enfants sont-ils malades? Pourquoi meurent-ils? Ils ne connaissent pas la peur. Ils ne comprennent pas encore. Tout le monde est devenu sombre. On ne rencontre plus de gens souriants, de visages sympathiques. Les gens se disent que tout cela finira par s'arranger tout seul. Au début, certaines personnes apportaient des produits alimentaires aux dosimétristes. Le niveau de radiation dépassait systématiquement la norme, des dizaines de fois. Mais l'habitude s'est vite perdue. La radiation, on ne la voit pas. On ne l'entend pas. Ce sont des inventions des scientifiques. Les choses ont repris leur cours. L'impensable s'est produit. Les gens se sont mis à vivre comme avant. Renoncer aux concombres de son potager était plus grave que Tchernobyl. Qui est coupable? Personne. À part nous-mêmes. Avant, nous ne voyions même pas le monde autour de nous. Nous avons inconsciemment peur de nos sensations. Il nous reste la télé et les livres, l'imagination. Les enfants grandissent dans les maisons, sans la forêt ou la rivière. Ils ne peuvent les voir que de loin. Ce sont des enfants différents. Et je leur récite en classe les vers de Pouchkine sur le bel automne. Ce Pouchkine qui me semblait éternel. Parfois, une pensée sacrilège m'envahit. Et si toute notre culture n'était qu'une caisse avec de vieux manuscrits? À la guerre nucléaire. Nous construisions des abris.
Nous voulions nous cacher de l'atome comme des éclats d'obus. Mais il est partout. Dans le sel, dans le pain. Nous respirons de la radiation. Nous mangeons de la radiation. Tout est empoisonné. L'important pour nous, c'est de comprendre comment vivre maintenant. Pour savoir comment nous devons vivre, il faut d'abord déterminer les responsabilités. Nous exigeons de fermer toutes les centrales nucléaires et de traîner en justice les spécialistes de l'atome. Nous les maudissons. Or, en soi, la connaissance ne peut pas être criminelle. Les scientifiques d'aujourd'hui sont également victimes de Tchernobyl. Je veux vivre après Tchernobyl et ne pas mourir de Tchernobyl. Je veux comprendre. 25 années ont passé. Nous sommes des cobayes pour des expériences scientifiques. Un laboratoire international. On vient chez nous de partout. On écrit des thèses. À quoi je pense? À une nouvelle contamination. Nous nous en allons. Je sens qu'une chose totalement inconnue de moi détruit tout mon monde antérieur. Rend, se glisse à l'intérieur de moi-même. Il y en a pour des milliers d'années. La désintégration de l'uranium, il y en a pour 1 milliard d'années. Et le thorium, 14 milliards. 50, 100, 200 ans. Mais plus loin, ma conscience ne saisit pas. Je ne comprends plus ce qu'est le temps. Pourquoi avons-nous gardé le silence alors que nous savions? Pourquoi n'avons-nous pas crié sur la place publique? Nous avons fait des rapports, écrit des notes explicatives, mais nous nous sommes tus. Nous avons obéi sans un murmure parce qu'il y avait la discipline du parti, parce que nous étions communistes. Je ne me souviens pas qu'un seul des employés de l'Institut ait refusé d'aller en mission dans la zone, par peur d'être exclu du parti, parce qu'il croyait. Dès que l'on perd la foi, on n'est plus un participant, on devient un complice, et l'on perd toute justification. Je ne suis pas un homme de plume. Je suis physicien. Pour Tchernobyl, il faudra bien répondre un jour. Même si ce n'est que dans 50 ans, même s'ils sont vieux, même s'ils sont morts, ce sont des criminels. Il faut préserver les faits. On les réclamera. Ce jour-là, le 26 avril, j'étais à Moscou, en mission. C'est là que j'ai appris pour la catastrophe. J'ai aussitôt appelé Slunkov, le premier secrétaire du comité central de Biélorussie à Minsk. Dès que j'ai mentionné l'accident, la liaison a été coupée. Bien sûr, tout était écouté. Il me fallut batailler pendant 2 heures pour que Slunkov daigne enfin se saisir du combiné. C'est un grave accident. Selon mes calculs, le nuage radioactif avance vers vous, vers la Biélorussie. Il faut immédiatement traiter préventivement à l'iode toute la population et évacuer ceux qui vivent à proximité de la centrale. On m'a déjà fait un rapport, m'a répondu Slunkov. Il y a bien eu un incendie, mais il a été maîtrisé. On vous trompe! C'est un mensonge! N'importe quel physicien vous dira que le graphite se consume à raison de 5 tonnes à l'heure. Vous pouvez déterminer vous-même combien de temps il va brûler. Mais personne ne nous écoutait, nous autres. Les scientifiques, les médecins, la science a été entraînée dans la politique. La médecine dans la politique. Et commandons, il ne faut pas oublier dans quelle situation nous nous trouvions. Le KGB fonctionnait. On brouillait les radios occidentales. Il y avait des milliers de tabous, de secrets militaires, de secrets du parti. De plus, nous avions été élevés dans l'idée que l'atome pacifique soviétique n'était pas plus dangereux que le charbon ou la tourbe. Le 27 avril, j'ai décidé d'aller constater par moi-même la situation dans la région de Gomel, dans les chefs-lieux de district de Bragin, Royniki
et Narovlia, qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres à peine de la centrale. À Bragin, 30 000 micro-rontgen à l'heure. À Narovlia, 28 000. Les gens travaillaient la terre, préparaient la fête de Pâques, peignaient des œufs, faisaient des gâteaux. Le 29 avril, je m'en souviens avec exactitude, à 8 h du matin, j'attendais déjà dans l'antichambre de Slunkov. Même si j'insistais, faisais du forcing, personne n'acceptait de me recevoir. Je suis finalement parvenu à me frayer un chemin jusqu'à Slunkov et à lui décrire ce que j'avais vu la veille. Il fallait sauver tous ces gens. En Ukraine, l'évacuation avait déjà commencé. Des milliers de tonnes de césium, d'iode, de plomb, de cadmium, de beryllium, de zirconium, de bore et une quantité inconnue de plutonium étaient déjà retombées sur notre Terre. Au total, 450 types de radionucléides différents. Leur quantité était égale à 350 bombes de Hiroshima. Si nous étions restés dans un système fermé, derrière le rideau de fer, les gens seraient demeurés à proximité de la centrale. Nous sommes dans un pays stalinien. Il est encore stalinien à ce jour. Les responsables ne se faisaient pas du souci pour les gens. Ils s'en faisaient pour leur pouvoir. Nous vivons dans un pays de pouvoir et non un pays d'êtres humains. L'État bénéficie d'une priorité absolue et la valeur de la vie humaine est réduite à zéro. On aurait pourtant bien pu trouver des moyens d'agir, sans rien annoncer et sans semer la panique. Simplement en introduisant des préparations à l'iode dans les réservoirs d'eau potable, en les ajoutant dans le lait. La ville était en possession de 700 kg de ces préparations, qui sont restées dans les entrepôts. Les chefs, eux, prenaient de l'iode. Lorsque les gars de notre institut les examinaient, ils avaient tous la thyroïde en parfait état. Et ils ont envoyé leurs enfants bien loin, en catimini. Lorsqu'ils se rendaient en inspection dans des régions contaminées, ils portaient tous des masques et des vêtements de protection, tout ce dont les autres ne disposaient pas. Et aujourd'hui, on sait même qu'un troupeau de vaches spéciales paissait aux environs de Minsk. Chaque animal était numéroté et affecté à une famille donnée, à titre personnel. Il y avait aussi des terres spéciales, des serres spéciales, un contrôle spécial. C'est le plus dégoûtant. Et personne n'a encore répondu de cela. Lorsque l'on a cessé de me recevoir et de m'écouter, je les ai inondés de lettres et de rapports. J'envoyais des chiffres, des cartes à toutes les instances. J'ai constitué un dossier, des faits, rien que des faits. Je gardais l'un des 2 exemplaires au bureau et cachais l'autre à la maison. Mais tout cela, c'est déjà de l'histoire. L'histoire d'un crime. J'avais des chiffres, des cartes, et eux, ils pouvaient m'interner en asile psychiatrique. En tout cas, ils m'ont menacé de le faire. Ils pouvaient organiser un accident de voiture. Ils m'ont prévenu de cela aussi. Ils pouvaient également ouvrir une information judiciaire pour activité anti-soviétique ou pour escroquerie. Une enquête a été ouverte. J'ai été victime d'un infarctus. Que devons-nous faire aujourd'hui de cette vérité? S'il y avait une autre explosion, tout recommencerait. Dans Rêve d'Akira Kurosawa. Toutes les centrales atomiques japonaises explosent. Les gens continuent leur vie, boivent du thé, mais sont déjà condamnés. Cette mort invisible est déjà en train de s'immiscer dans leur sang, leur corps. Ce film est devenu une prophétie. Nous payons un prix trop élevé pour le progrès.
pour une civilisation bâtie sur le confort et l'aisance de l'homme. Mais cette civilisation de la consommation ne peut pas être éternelle. Elle ne peut que se terminer tragiquement. C'est intéressant. Presque mystique. Le jour de la tragédie, au Japon, le 11 mars 2011, les gens attendaient, hystériques, toute la nuit, pour acheter un nouveau gadget qu'Apple venait de lancer. Et pendant ce temps, avait lieu ce terrible accident. Il rappelle que l'ancien système de valeurs ne fonctionne plus. J'ai eu immédiatement des images de Tchernobyl devant les yeux. Les routes goudronnées, les câbles électriques qui ne mènent nulle part. Ne restait que l'herbe, les arbres, la nature. Je m'étais rendue sur l'île d'Hokkaido, au Japon, dans la centrale nucléaire de Tomari. Je l'avais d'abord vue le matin de la fenêtre de mon hôtel. C'était une vision fantastique. Un site cosmique futuriste au bord de l'océan. J'ai rencontré des employés de la centrale qui m'ont demandé de raconter Tchernobyl. Pendant mon récit, ils avaient des sourires polis, manifestaient de la compassion. Bien sûr, c'est terrible pour les gens, mais c'est la faute au totalitarisme. Chez nous, cela n'arrivera jamais. Notre centrale est la plus exemplaire, la plus sûre. Tout est parfaitement étudié. Malheureusement, nous savons maintenant que l'accident nucléaire de Fukushima a été un désastre créé par l'homme et non pas simplement provoqué par le séisme et le tsunami géant survenu le 11 mars 2011 dans le nord-est du Japon. J'ai compris que la leçon de Tchernobyl n'avait pas été apprise par l'humanité. Rien ne change. 1 an et demi après la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi, 435 réacteurs nucléaires sont en opération et 63 sont en construction dans le monde. Parmi ces derniers, 26 sont installés en Chine, 11 en Russie et 7 en Inde. Aux États-Unis, après le feu vert de l'autorité de sûreté américaine, la construction du réacteur Watts-Bar 2 de 1150 MW a démarré cet été dans le Tennessee. À l'inverse, en cet été 2012, plusieurs pays ont annoncé ou confirmé leur volonté de mettre fin à leur secteur électronucléaire, dont l'Allemagne, la Belgique,
et tout récemment, la Lituanie. 2 projets de réacteurs ont été abandonnés en Bulgarie. Le Japon débat de sa politique énergétique. Et la sortie du nucléaire fait partie des options étudiées par le gouvernement. Mais si la renaissance du nucléaire annoncée par ses partisans avant l'accident japonais ne semble plus à l'ordre du jour, le renoncement généralisé prophétisé par ses adversaires ne semble plus en cours. J'ai appris qu'un accord a été signé pour que la Russie construise une centrale nucléaire en Biélorussie, à Ostroviets, une zone dépeuplée depuis un tremblement de terre de magnitude 7 en 1909. Les journaux de Minsk se félicitent du deal avec la Russie, de la future centrale qui sera la plus sûre du monde. Mes amis japonais m'écrivent qu'ils ont l'impression qu'on ne leur dit pas tout. Le pouvoir craint la panique. En matière d'accidents nucléaires, la radioactivité frappe toujours 2 fois. La première, lorsque les radioéléments échappés d'un réacteur endommagé se répandent dans la nature, infiltrent les sols, souillent les rivières. La seconde, lorsqu'elle pénètre la psyché humaine, qu'elle contamine la raison et catalyse les peurs. La radioactivité frappe ainsi 2 fois, et longtemps. Le problème, c'est moins la dissimulation que le désarroi. À l'époque, Gorbatchev ne comprenait pas ce qui se passait. D'ailleurs, nous ne savons toujours pas aujourd'hui ce qui se passe vraiment sous le sarcophage de Tchernobyl. Seuls 3% des éléments contenus dans le réacteur se sont dissous dans l'air. 97% y sont encore. Désormais, le régime politique, totalitarisme ou libéralisme comme au Japon, n'a plus grande importance. Ce qui en a, ce sont les relations entre l'homme et les hautes technologies dont dispose la société. Le monde n'a pas tenu compte de la première leçon atomique. Dans le film de Kurosawa, personne ne sait rien. Seuls quelques scientifiques de l'atome connaissent la vérité. Le tsunami au Japon a transformé le progrès en cimetière. Солнце и планет
dziełami wielkimi, Bożem odsądnieni, prawiką radzicie. Dusza w mirę trudycja, daby w niebie nie propadła.